Bien, je vous accueille aujourd'hui pour ce numéro donc 124 de nos webinaires qui pour une fois va être un peu divisé en deux. Il va y avoir un aspect donc on va dire très technique, très TI traditionnel, hein, et puis il va y avoir un côté physique. On va parler non pas de toute la mécanique quantique, mais des aspects qui nous intéressent, auxquels personne ne comprend rien, à part les physiciens et les mathématiciens, c'est-à-dire l'intrication et donc des notions que vraiment ont été inventées enfin, imaginées par des esprits brumeux. Alors la question est de savoir, est-ce que ça va être utile pour nous? À vrai dire, je pense que ce serait très présomptueux de dire oui ou non, parce qu'en fait, on n'en sait pas grand-chose. Pour fabriquer des machines quantiques, il y a encore actuellement un grand nombre d'obstacles donc à franchir qui sont extrêmement difficiles. Hein. Le fait que les machines ne tiennent pas longtemps dans un état suffisamment stable pour être crédibles, et puis de trouver des matériaux qui auraient donc on va dire, des caractéristiques quantiques telles qu'on pourrait les utiliser pour exploiter la notion de qubit, c'est-à-dire ce dont je vais vous parler aujourd'hui, par opposition aux bits, hein, les qubits étant l'unité que manipulent les algorithmes quantiques sur une machine quantique. Alors évidemment, il va falloir s'accrocher aux branches par moment, mais je me suis engagé quand même à ce que l'on comprenne l'essentiel. Il y a un certain nombre de points qui sont fondamentaux et j'espère qu'on s'en souviendra demain parce que, à mon avis, c'est le plus important. Bon, alors, donc, je vous propose d'entrer directement donc, dans le vif du sujet. Alors, donc, le sommaire habituel, hein, donc le sommaire habituel, donc machine quantique et mécanique quantique rapidement parce que nous en avons bien sûr déjà parlé, mais il faut s'imprégner de la physique. Vous savez, les physiciens, ce sont des gens qui n'hésitent pas à remettre en question ce à quoi ils ont cru donc la veille, mais s'ils trouvent une explication qui est plus intelligente et mieux adaptée, ils l'adoptent. Ce sont des gens qui évoluent. Et donc, cette mécanique quantique qui a à peu près aujourd'hui une centaine d'années donc d'existence, et ça a été une succession de fulgurances qui se sont produites dans les cerveaux de personnages bien sûr célèbres aujourd'hui tels que Einstein, Heisenberg et autres, Schrödinger ou Dirac, hein. Des gens qui ont imaginé des choses. La plupart du temps, d'ailleurs, ils ne les avaient pas vues physiquement, ils n'avaient pas réussi à les montrer, mais ils ont imaginé ça en tant que modèle qui semblait bien coller à la réalité. Or, au début du siècle, depuis 1924 très exactement, la physique était dite ondulatoire, c'est-à-dire que les particules, il y avait les particules d'un côté, puis il y avait, on va dire, la physique ondulatoire, la mécanique ondulatoire de Louis de Broglie, qui a donc énoncé sa théorie donc, en 1924. Mais après, avec des gens comme Max Planck, bien sûr Einstein et puis d'autres, est arrivée la notion corpusculaire, c'est-à-dire des électrons, des photons, des choses un peu bizarres, qui avaient à la fois un comportement, on va dire, ondulatoire à la mode de Broglie, par exemple, mais en même temps un comportement corpusculaire, une graine d'énergie, par exemple, hein, tel que peut l'être le photon. Alors évidemment, dans un esprit, j'allais presque dire sain ou normal, c'est quelque chose qui est absolument contradictoire. Mais les physiciens ne sont pas à ça près. Ça ne les gêne pas du tout. Ils peuvent affirmer aujourd'hui le contraire de ce qu'ils ont donc dit hier, à condition que ça colle bien avec la réalité de ce qu'ils veulent démontrer. On va parler donc un peu des effets quantiques.
Parce qu'en fait, tout est là, hein. Et aujourd'hui, on a encore quand même beaucoup de difficultés pour arriver, on va dire, à fabriquer des portes logiques et puis des circuits quantiques avec des matériaux qui présentent justement j'allais presque dire, des anomalies quantiques. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez original. Bon. Donc, les effets quantiques, on va parler donc des deux principaux aspects qui m'intéressent aujourd'hui. C'est la superposition des états quantiques. Et pendant la phase de calcul, j'insisterai bien là-dessus parce que c'est ça qui est essentiel. Et puis, on va dire, l'intrication quantique avait été imaginée donc par Schrödinger et par Einstein, c'est-à-dire le comportement unitaire d'un groupe de particules qui a perdu son indépendance, mais qui se comporte comme étant un ensemble unique. Alors, on va voir donc ce que c'est parce que ça a des conséquences éventuelles sur les futures machines, parce que à partir du moment où je peux manipuler à un moment donné une infinité d'états, j'ai pas dit de valeur, d'états, eh bien je peux imaginer des algorithmes et des calculs qui vont aller à des vitesses absolument phénoménales. Donc on va donc parler de ça, on va parler de quantification, de superposition et donc d'intrication. Le qubit, c'est la convergence de ça. Le qubit, c'est finalement la superposition et l'intrication, plus la valorisation dans ce qu'on va appeler la sphère de Bloch, hein, donc des états quantiques. On va parler donc des qubits qui donnent une puissance de calcul parallèle absolument extraordinaire aujourd'hui. Et puis on va parler des portes quantiques un tout petit peu, parce que ça on l'a déjà évoqué, des portes quantiques donc très particulières hein, qui agissent sur, on va dire, des propriétés quantiques. Bon, et puis on dira quelques mots un peu sur le codage, hein, mais bien. Alors, est-ce que tout ça a de l'importance pour le futur? Écoutez, moi je reprends toujours les chiffres, j'allais presque dire officiels, hein. D'après McKinsey, le marché global des machines quantiques, tout compris, hein, devrait être de l'ordre de 11 à 15 milliards de dollars donc en 2035. Pour Markets, eux, ils disent que ça sera à peu près de 20 milliards de dollars, donc en 2030, c'est à peu près la même chose, hein. Moi, je pense qu'ils ont tous faux. Parce qu'il y aura deux cas possibles. Si les machines quantiques fonctionnent, ce qui n'est pas prouvé aujourd'hui, le marché sera colossal et bien au-dessus de ce que disent McKinsey et Markets. Par contre, si on n'y arrive pas, hein, eh bien, il va s'effondrer de lui-même. Et il y a des précédents. Hein, rappelez-vous donc la supraconductivité qui était le fait qu'un matériau supraconducteur eh bien, transporte du courant mais sans dégager de chaleur. Donc ça permet d'avoir des densités, on va dire, de fabrication absolument extraordinaires. Sauf que le problème, c'est qu'il faut mettre ces supraconducteurs à une température qui soit proche du zéro absolu, à moins 270 degrés, on va dire, en gros, hein. Évidemment, ça fait un peu froid. Alors, on a essayé de monter donc sur des températures un peu plus humaines, mais ça pose quand même des difficultés. Bon, alors, on va donc regarder ça en détail. Alors, bien sûr, la doxa que l'on entend absolument partout, c'est mais vous inquiétez pas, c'est facile, il y a rien à comprendre finalement, c'est comme ça, vous voyez. Une machine quantique, c'est une machine qui va pouvoir traiter une infinité d'états simultanément. Eh bien, c'est pas vrai. Je suis désolé, c'est pas vrai. Et quand on lit la littérature aujourd'hui, quand on regarde ce qui se dit, eh bien, 90%, 80% est faux. Parce qu'on confond, ou plutôt on mélange les deux phases de fonctionnement d'une machine quantique entre le travail sur les états quantiques. Mais les états quantiques, ce ne sont pas des valeurs, ce sont des probabilités. Ce n'est pas la même chose. Et je vous montrerai d'ailleurs une image qui permet donc d'illustrer ça. Et puis, vous avez le moment où vous allez regarder ce que ça donne. Et là, vous tomberez sur des valeurs 0 et 1, comme avec un bit tout à fait traditionnel. Donc, les gens confondent un petit peu les deux. On dit, voilà, ce sont des machines tellement fabuleuses qu'elles permettent de travailler simultanément sur des tas de valeurs donc différentes, ce qui est faux. Hein, on travaille sur des probabilités. Et je vais vous expliquer ça donc en détail. Donc, l'image qui illustre mon propos, donc vous avez bien vu ce qu'il en est. Hein. Je pense pas non plus qu'il faille être le prix Nobel de physique pour arriver à s'y retrouver. Il y a quand même des choses
que l'on peut accepter. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas dans cette présentation d'aujourd'hui. J'essaye de, quitte à faire quelques raccourcis un peu saisissants quant à la vérité scientifique, vous m'en voudrez pas, hein, simplement pour expliquer donc les concepts les plus importants. À partir de là, ah, écoutez, c'est un peu comme pour un ordinateur traditionnel, hein. Un ordinateur traditionnel, aujourd'hui, vous écrivez du code en C ou en Java. Bon, vous avez un compilateur, il vous génère du code assembleur et du code machine, on va dire en gros, hein. Et le code machine, bah, il s'adresse directement à des circuits logiques qui sont construits avec des portes logiques booléennes. Mais personne ne se pose la question. Quand vous écrivez du code Java, vous n'allez pas savoir, vous demandez, tiens, je vais passer par un non ou par un ou. Non, pas du tout. Et pourtant, c'est comme ça. Or, dans le quantique, c'est la même chose. Sauf que, on va le voir tout à l'heure, les portes dont on va parler, qui constituent finalement un ordinateur quantique, eh bien, ce sont des portes quantiques qui sont fondées sur non pas sur des valeurs booléennes, disons, en plus des valeurs booléennes, permettent donc de travailler sur des portements quantiques. Bon, donc, c'est pas facile, contrairement donc à ce qui est dit ici. Alors, je vous ai mis au départ ce qu'il faut absolument savoir. Une chose, tout est là, tout est dans cette page. Regardez bien, pendant les calculs, alors c'est quoi un qubit? Ce qu'on essaie de démontrer, c'est ce à quoi je me suis engagé, c'est quoi un qubit? Donc l'équivalent d'un bit. Hein. Eh bien, pendant les calculs, c'est une probabilité d'être un 0 ou un 1. Vous voyez, ce n'est pas une valeur intermédiaire. C'est faux, ça. C'est une probabilité d'être quelque chose. Et de plus, ce n'est pas non plus le 0 et le 1 pris simultanément. Ça, c'est faux. Par contre, la machine ou l'algorithme, eh bien, voit toutes les probabilités d'un même qubit en même temps. Mais ce ne sont pas des valeurs, ce sont des probabilités d'être quelque chose, et elle le voit en un seul coup d'œil. C'est vrai que le traitement sur les différentes probabilités qui peuvent être très nombreuses, eh bien, on peut faire ça en même temps. Ce sera l'une des grandes forces, finalement, des machines qubits. Un qubit, donc, elle va pouvoir, donc, cette machine, intervenir simultanément sur tous ces états, on va voir ce que c'est, hein, par des portes quantiques. Alors, la grande différence, j'anticipe un tout petit peu, la grande différence, c'est que avec une machine quantique, vous travaillez sur des probabilités. Bien, des probabilités d'être un 0 ou un 1. Alors, on sera plutôt un 0, plutôt un 1. Ce sont des probabilités qui peuvent être extrêmement nombreuses. Bien, le traitement qui va se faire, il se fait par des portes quantiques. Le traitement, hein, c'est l'équivalent de ce que l'on aura donc sur une machine classique. Et ça vous donne une puissance de calcul absolument phénoménale. Mais je ne parle pas ici des résultats. Je ne parle que de la phase de traitement pendant laquelle on analyse les probabilités d'état d'un qubit, mais il peut y avoir 1000 qubits ou 1 million de qubits, et vous imaginez donc le nombre d'états différents que l'on pourra traiter simultanément. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Ça, c'est autorisé par quoi? Eh bien, par des principes quantiques extrêmement connus que sont la superposition des états et l'intrication quantique, dont je vous disais tout à l'heure, de Schrödinger et de Albert Einstein. Par contre, à la fin, in fine, quand la machine ou l'algorithme va lire les résultats, là, elle obtiendra des 0 et des 1 et non plus des probabilités. Vous voyez? Donc, ce ne sera pas un pourcentage de 0 ou de 1 comme on l'aurait dans la phase de calcul, ça sera des valeurs. Alors ça, je vais le montrer donc avec, on va dire, la métaphore de la personne qui envoie donc une pièce en l'air, parce que finalement, c'est encore la meilleure façon pour comprendre. Alors, j'y suis. Évidemment, vous comprenez, j'ai eu l'occasion déjà de vous montrer donc cette image-ci. Vous savez, les étudiants, les chercheurs, les gens qui travaillent dans le domaine de la physique rencontrent, si je puis dire, un certain nombre de personnages, et c'est mon cas parce que j'ai beaucoup travaillé donc là-dessus.
des personnages quand même qui sont assez fabuleux, hein, qui sont pas tout à fait câblés comme nous. Et donc j'ai repris ici cette photo du congrès de Solvay, donc en Belgique en 1927, dans laquelle vous avez, alors pour un physicien, il a tendance un peu à se tasser hein, quand il voit les noms. Marie Curie, Paul Langevin, Paul Dirac, Erwin Heisenberg, fameux principe d'Heisenberg. Enfin, les grands physiciens sont là, tous. On est en 1927, 100 ans après, vous faites la même photo, il n'y a plus que des Chinois et quelques Américains. Il n'y a plus que des Chinois et quelques Américains. Ce qui s'explique, c'est pas par un défaut, hein, mais ce qui s'explique par quoi? Par on va dire, l'extraordinaire apprentissage de qualité que donnent aujourd'hui donc les enseignements chinois, qui sont vraiment excellents. Mais vous voyez, donc ça, c'était en 1927. Le monde, effectivement, a beaucoup changé. Bien. Alors, quelques principes. Vous comprenez que la difficulté, ça va être quoi avec une machine quantique? C'est pour ça qu'on arrive progressivement donc à l'intrication et à la superposition. Une machine quantique donc va se servir de particules, de matériaux qui présentent presque des anomalies quantiques. Et ce sont des matériaux à deux états, à deux états. Alors on pourrait dire 0 ou 1, mais là on n'en est pas encore tout à fait là. Alors on cherche presque désespérément des matériaux qui pourraient émerger des comportements quantiques sur lesquels on pourrait appliquer donc nos algorithmes. Alors par exemple, le photon, c'est une particule lumineuse donc sans masse, avec une énergie donc et une charge. Déjà c'est pas très évident donc à comprendre, mais un photon peut être polarisé. Et on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs que l'onde, le photon était à la fois par le principe de dualité corpusculaire, onde corpusculaire, est à la fois une onde électromagnétique et en même temps donc une graine d'énergie. Bon, le photon, on pourra utiliser sa polarisation. C'est un état quantique que l'on pourra d'ailleurs modifier. Un électron est caractérisé par trois choses, hein, par sa charge, par sa masse, mais pour nous aujourd'hui, surtout par ce qu'on appelle le spin. Le spin de l'électron, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait que l'électron tourne autour de lui. Alors, je vous dis tout de suite, personne n'a jamais été voir. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir quand même la foi du charbonnier, croire ce que nous disent les physiciens, parce que ça semble coller à la réalité, hein, ce que je disais donc tout à l'heure. Donc l'électron, ben on dira que, on va dire l'effet quantique, ça sera quoi? Ça sera un électron qui tourne dans un sens, et s'il tourne dans l'autre, ben ça sera donc, vous voyez, pratiquement l'opposé. Ça sera donc un comportement donc quantique. Bon, on a alors, depuis quelques jours, d'ailleurs c'est amusant, il y a une coïncidence ici, c'est que Microsoft, alors sans doute donner l'impression de ne pas être largué par Google et puis Amazon, eh bien a annoncé qu'il a trouvé un nouveau matériau qui pourtant existait déjà, existait au moins dans les esprits, parce que physiquement on ne l'avait pas vu, qui avait été inventé par un physicien italien que personne ne connaissait, qui s'appelait Ettore et Saramanna, un nom comme ça, qui est donc mort à 31 ans, mais un physicien très particulier, extraordinaire, un type, un très grand génie, que certains d'ailleurs considèrent comme pouvant être un petit peu le lien entre la physique de Newton et puis la physique d'Einstein. Donc vous voyez, excusez du peu, hein, c'est pas n'importe qui, et qui avait trouvé donc très célèbre pour ses travaux sur les neutrinos, et il avait trouvé donc des particules qui étaient en même temps une particule et en même temps des antiparticules. Alors ça, c'est de la physique quantique, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais vraiment, c'est un truc de fou. Sauf que le physicien italien en question, eh bien, bon, personne ne le connaît, et puis il n'écrivait rien. Ce qui fait que, alors ici, il écrivait sur des paquets de cigarettes ses idées, et puis après ça, il jetait le paquet de cigarettes. Et personne, au fond, sauf ceux qui se sont intéressés à lui après sa mort, je vous dis à 31 ans, hein, et Microsoft a ressorti des oubliettes, des matériaux imaginés par ce physicien.
et a annoncé donc un circuit quantique avec des caractéristiques absolument phénoménales, capable d'héberger jusqu'à 1 million de qubits. Donc, alors je vous dis tout de suite, la communauté scientifique est extrêmement partagée aujourd'hui. Il y en a qui vous disent ils ont fumé la moquette, hein. D'autres qui disent ah oui, c'est une grande évolution. Alors on va attendre un tout petit peu ce qu'il en est, mais vous voyez, la recherche continue donc en permanence pour essayer de trouver donc des matériaux qui auraient des comportements, vous voyez, bizarres qu'on pourrait utiliser par les qubits. Bon, alors la construction finalement des qubits, quand on regarde bien le cheminement, ben, je viens de vous dire que on essaye d'avoir des matériaux qui ont des propriétés quantiques particulières. Ces propriétés quantiques, eh bien, elles auront des probabilités d'existence. Alors, ce n'est pas le 0 et 1, c'est une probabilité d'existence. Par exemple, le spin de l'électron dans un sens ou dans un autre, mais à un moment donné, avec une certaine probabilité. J'insiste bien là-dessus, on parle bien de probabilité et non pas de valeur. Et c'est là-dessus, sur ces probabilités et dans cette phase de calcul, qu'interviendra donc la programmation. Elle ne se fera pas après. Bon, on va donc quantifier les états, des états quantiques de ces différents matériaux. Non, il y en a plusieurs hein, aujourd'hui. On va les quantifier, on va les représenter dans ce qu'on appelle donc la sphère de Bloch, dite aussi d'ailleurs sphère donc de Poincaré, et on va donc leur appliquer, à condition qu'ils sachent le faire, leur appliquer donc des principes d'intrication, de superposition, qui permettront de construire donc des machines absolument fabuleuses, extraordinairement parallèles, vous voyez, mais fondées sur des principes de quantification et donc d'intrication et de superposition. Quand on mesurera les résultats, on n'obtiendra pas des probabilités d'existence d'une propriété quantique, mais on obtiendra des 0 et des 1. C'est ça qu'il faut bien avoir donc en tête. Bon, très bien. Alors, les matériaux. Après tout, il faut bien commencer par le début, hein. Alors, il y a un certain nombre de matériaux qu'on utilise maintenant. Alors, il y a les supraconducteurs, je vous l'ai dit. Et d'ailleurs, les matériaux de notre physicien italien, ce sont des supraconducteurs qui ont une caractéristique, donc, celle de ne pas dépenser d'énergie, dégager de chaleur, si vous préférez, lorsque le courant passe. Et donc, le problème étant qu'il faut les amener et les ramener donc à des températures qui sont proches du zéro absolu. Bon. Les photons, donc on peut utiliser donc leur polarisation. Alors là, une technique. Alors, je n'insisterai pas non plus parce qu'on ne veut pas faire un cours de physique aujourd'hui, hein. Les ions piégés, ce sont des particules atomiques qui sont chargées, donc valeur négative ou positive, qui sont confinées dans un endroit bien précis et qui sont manipulées par des champs électromagnétiques. Alors, l'avantage des ions piégés, c'est qu'ils permettent ils sont un peu plus compatibles, disons, avec l'état de cohérence donc des machines, qui est l'un des principaux obstacles de construction donc des machines quantiques. Le spin de l'électron, je vous l'ai dit, et puis Microsoft, donc avec Ettore Majorana, donc ce physicien italien dont on parle énormément donc en ce moment. Juste un mot sur ce physicien quand même. Il y a quand même des gens qui sont assez incroyables. Voilà un physicien dont le père était d'ailleurs lui-même un grand physicien. Alors, il était né en 1906, donc c'est tout à fait au début du siècle, du XXe siècle. C'est son père qui l'a formé. Et il a quand même, alors à un moment donné, son père l'a mis dans une école, mais il était tellement plus fort que les professeurs, même à l'âge de 12 ans, que le père ne savait plus très bien comment s'y prendre. Eh bien, Ettore Majorana a donc suivi les cours, l'enseignement d'un autre physicien italien extrêmement célèbre, qui est donc Enrico Fermi. Enrico Fermi, qui a été l'un des personnages clés on va dire, de la physique nucléaire américaine, qui a débouché, comme vous le savez, sur le projet Manhattan, c'est-à-dire du largage d'une bombe atomique sur Hiroshima et sur Nagasaki. On est quand même entre personnages qui sont pas courants, hein, aussi bien Fermi, mais alors celui-là est encore pire. Vous vous rendez compte, hein? Alors, il est mort à 31 ans. On ne sait pas trop. En fait, on ne sait pas trop comment. Il avait il faisait un voyage entre deux villes italiennes, et puis il y a eu un accident. On n'a jamais retrouvé son corps. Les mauvaises langues disent qu'en fait, il a disparu. Et comme il avait un certain, je ne vais pas dire mépris, mais disons,
se préoccupait pas beaucoup de son environnement, et en particulier humain. Peut-être que ce monsieur a vécu longtemps, mais officiellement, il est mort à l'âge donc de 31 ans. C'était donc en 1937, ce que je crois. Bon, voilà, donc on essaye de trouver donc des matériaux, et vous en avez ici un certain nombre d'exemples. Alors, la représentation des états quantiques. J'insiste bien sur la différence qu'il y a entre un état quantique et une valeur. C'est deux choses donc différentes. J'ai dit que quand on utilise un matériau qui peut avoir deux états quantiques, eh bien, on symbolise, on caractérise ces états quantiques par soit une valeur 0 ou une valeur 1. Et ce qui est ici sur la sphère de bloc, vous l'avez, le 0, il est donc en haut, et le 1, il est en bas. Sauf que on ne représente pas ça par des 0 et des 1, mais par ce qu'on appelle des quêtes. Les quêtes, c'est une terminologie qui a été utilisée par le physicien britannique Dirac, Paul Dirac. Donc, mais ça correspond en gros au 0 et au 1. Et entre les deux, eh bien, vous pouvez avoir un grand nombre d'états possibles, plus ou moins proches du 0, ou plus ou moins proche du 1. Et si vous êtes plus proche du 1, au moment où vous allez lire l'état quantique, eh bien vous aurez un 1. Et vous n'aurez pas une probabilité, hein, vous n'aurez pas un tel pourcentage de 1. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ces calculs dans une machine quantique se font vraiment de deux manières différentes, hein, en deux phases. Le calcul proprement dit sur les états, qui sont effectivement des états probabilistes, et puis la récupération du résultat, où là, vous aurez donc des 0 et des 1. Bon, alors, si on veut aller jusqu'au bout des choses, mais comme je m'étais engagé quand même à ne pas faire trop de mathématiques aujourd'hui, on dira que un état quantique pourra se caractériser par les quêtes 0 et le quête 1, chacun multiplié par une probabilité. Alors ce sera par exemple 30% quête 0 et plus 70% du quête 1. Donc ça veut dire que le quête 1 est le plus probable. Et au moment de la lecture, eh bien, on aura donc un 1, et non pas une probabilité. Mais alors, ces probabilités peuvent être infinies, vous pouvez en avoir. Ça dépendra des matériaux, bien entendu, ça dépendra de ce que l'on pourra fabriquer. Mais si vous avez des matériaux adéquats, eh bien vous allez pouvoir imaginer des systèmes avec une infinité, j'allais presque dire des états transitoires, car c'est ça, hein, des états sur lesquels on va travailler. On va faire plein de choses simultanément parce que l'ordinateur quantique, lui, il a cet avantage extraordinaire de voir tous ces états en même temps. Ils n'ont pas en séquence comme sur un ordinateur donc traditionnel. Donc il les voit en même temps, il peut leur appliquer donc des transformations et des opérations à tous en même temps, mais une fois que ce traitement aura été fait, il ne récupérera qu'un 0 ou un 1. Hein, c'est cette distinction, ce que j'ai voulu aussi montrer par ce petit tableau qui est ici en bas, que l'on doit d'ailleurs à Olivier Ezrati. Je vous conseille, je vous recommande d'ailleurs de lire le blog de Olivier Ezrati, qui est à mon avis l'un des meilleurs spécialistes de mécanique quantique actuellement. Bon, voyons, une petite comparaison. Voilà. Et donc la sphère de blocs ou de points carrés, elle permet de représenter ces états quantiques, on va dire des états transitoires, caractérisés donc par une distance entre le point sur la sphère et puis l'origine, mais là on l'a normalisé donc à la valeur 1, et puis avec des angles qui en fait mesurent, on va dire, une longitude et une latitude, c'est-à-dire en fait une position géographique sur la sphère de blocs, plus ou moins proche du quête 0 ou plus ou moins proche donc du quête 1. Vous savez, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas la peine d'utiliser des mots, même si je l'ai fait moi-même, c'est pas la peine d'utiliser des mots trop compliqués pour arriver à comprendre ça. Et je pense que nous, au TI, le jour où on aura des machines quantiques, des vraies machines quantiques, accessibles sans trop de difficultés, eh bien, je pense que on ne sera pas obligé de se parer d'arguties mathématiques qui, à mon avis, ne feront que compliquer donc les choses. Bien. Donc, vous voyez, les états quantiques et la sphère donc de blocs. Alors, d'abord, la superposition. C'est quoi la superposition? Alors, voilà un truc qui est... c'est ça, d'ailleurs, qui a posé problème. Parce que les gens n'ont pas compris ce que c'était. Erwin Schrödinger,
donc tout à fait au début, et Albert Einstein, on pensait que un matériau quantique possédant des propriétés quantiques pouvait donc avoir, mettons, deux états quantiques différents. On n'en prend que deux. Mais que ces deux états, il les percevait simultanément. Simultanément. Ça ne veut pas dire que enfin, les traitements, les états quantiques seront donc superposés. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir travailler sur des valeurs 0 et 1 d'une manière extraordinaire comme on pourrait le faire d'ailleurs avec un ordinateur traditionnel. Et ils ont dit, un état quantique, enfin, eh bien, il se superpose. Et Erwin Schrödinger a pris donc l'exemple donc d'une boîte dans laquelle il y avait un chat. Et ce chat, il disait, il peut être vivant, mort, malade ou en bonne santé, sauf qu'on ne le voyait pas. Et c'est vrai qu'on peut toujours se dire, si j'ai un chat dans une boîte, eh ben effectivement, il peut avoir les quatre états. Et ce que disait Schrödinger et donc Einstein, c'est que ces quatre états étaient simultanés. Et c'est là qu'est venue la confusion. Parce que on en a déduit quoi? On en a déduit que l'algorithme pouvait donc traiter simultanément ces quatre états différents. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas des valeurs, ce sont des probabilités. J'insiste beaucoup donc là-dessus. Bon, alors bien entendu, ça a fait beaucoup jaser dans les chaumières. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que quand vous regardez l'histoire de la mécanique quantique aujourd'hui, et que vous lisez les correspondances entre les physiciens, c'est très amusant. Parce que ils sont pas d'accord, hein. Ils sont pas d'accord, mais c'est le fait de ne pas être d'accord et puis de progresser, puis finalement de se mettre d'accord sur des théories qui sont communes, qui est fascinant. Il n'y a pas de, ils se mettent d'accord, ils finissent par se laisser convaincre. Je trouve ça quand même assez donc stupéfiant. Alors l'idée, c'est que si j'ai deux états. Hein, si j'ai deux états, mettons, alors on va prendre tout de suite donc l'affaire, donc la métaphore, donc la pièce de monnaie, pour bien comprendre. J'ai une pièce de monnaie entre les mains. Je lance la pièce. Bien, la pièce va tourbillonner. Et quand je regarde cette pièce qui tourbillonne, eh bien, je me dis, ah ben, elle peut être pile ou face. Et je dis, simultanément, il y a les deux états. Hein, elle tourbillonne, mais je ne sais pas dans quel état final elle va être. Et quand elle sera tombée, la pièce, elle sera donc sur la table, eh bien, je verrai qu'elle est pile ou face. C'est exactement la même chose avec la mécanique quantique. On aura des états que j'appelle, je désigne par intermédiaire, hein, sorte d'intermédiaire, même si l'appellation n'est pas très bonne scientifiquement. Ils ont des états intermédiaires, mais après, eh bien, j'aurai un état final. Vous voyez, ce ne sera plus une probabilité. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors évidemment, si vous construisez une machine avec 1 million de qubits, ce que dit d'ailleurs Microsoft aujourd'hui, depuis l'annonce qu'il a faite, eh bien, chacun de ces qubits pouvant avoir un grand nombre d'états intermédiaires sur lesquels on va pouvoir travailler, donc appliquer des algorithmes donc, à ces états intermédiaires. Encore une fois, je vous rappelle, ce ne sont pas des valeurs. Donc, on ne peut pas les récupérer telles quelles. On manipule des choses, mais on ne peut pas les récupérer telles quelles. Bon. Et donc, si vous avez plusieurs milliers donc, de qubits, et que chacun peut avoir un grand nombre d'états donc intermédiaires, ben vous avez quelque chose d'absolument ahurissant. Ahurissant au point que tous ceux qui s'intéressent à la cryptographie ou à la sécurité sont paniqués parce qu'ils se disent qu'il n'y a plus aucun algorithme ne tiendra la route face à ces techniques-là. Bon, alors ça c'est donc la superposition, le fait que un qubit on peut travailler dans les états intermédiaires, donc sur les probabilités simultanément par le principe de superposition, mais ensuite, quand on obtiendra les résultats, eh bien, on aura donc un 0 ou un 1 et non plus des probabilités. Ça, c'est donc la superposition. Maintenant, l'intrication quantique. Alors, l'intrication quantique, c'est encore un truc de fou. Hein. C'est le principe, c'est que si vous, alors, en simplifiant au maximum, pardonnez-moi, si je fabrique, mettons, deux photons,
à partir d'un même photon. Alors je lui fais des choses pas possibles, hein, et j'obtiens deux photons. Ces deux photons étant dits intriqués, s'ils sont intriqués, eh bien, ils présentent une caractéristique absolument incroyable, c'est qu'en fait, ce sont des frères jumeaux. Et que même si ensuite vous les éloignez à une distance très importante qui peut être de plusieurs années-lumière, eh bien, si vous appliquez un traitement sur le premier photon, eh bien, ce traitement aura une correspondance sur le deuxième photon sans que vous ayez appliqué le même traitement. Et tout se fait comme s'ils étaient donc intriqués. Alors, Einstein, donc, qui avait donc imaginé ça, je rappelle qu'Einstein était avant tout un visionnaire, pas forcément un grand mathématicien d'ailleurs, hein, mais en tout cas un visionnaire, il n'a jamais vu donc des particules intriquées. Les premières démonstrations qui ont été faites sur l'intrication des particules, c'est un Français qui a fait ça, qui s'appelle Aspect, qui l'a démontré. Et puis, il y a eu un certain nombre donc d'expériences qui ont été menées, des physiciens danois donc, et britanniques, le professeur chinois, donc Pan Jianwei, qui l'a démontré également. Vous pouvez donc associer, je crois que c'est le mot qu'il faut utiliser, vous pouvez donc associer des particules ou des matériaux quantiques qui présentent des caractéristiques quantiques, vous pouvez les associer, et quand ils sont associés, eh bien, ils se comportent comme un seul homme. Et vous ne pouvez plus les dissocier. Alors, vous comprenez, si vous arrivez à superposer des états quantiques, que vous pouvez, alors, pour un même qubit, hein, qu'ensuite vous en avez des milliers, et qu'ensuite vous associez par intrication plusieurs de ces qubits, vous obtenez des choses qui sont absolument démentes. Parce qu'au passage, si vous avez des photons qui sont intriqués, mais qui se trouvent à des milliers de kilomètres de distance, vous faites quelque chose sur le premier, c'est répercuté sur le second, ça veut dire instantanément. Ça veut dire que vous transmettez l'information, non plus à la vitesse de la lumière, qui ne devient plus donc un blocage, hein, 299 776 km à la seconde, mais ça devient instantané. Donc évidemment, ça a des conséquences sur l'imagination. Vous vous rendez compte? Le transfert d'informations pourrait se faire donc d'une manière instantanée. Et ceci, mais à des distances absolument colossales. Eh bien, on l'utilise maintenant. Alors, je reviens juste pour bien fixer les choses. Vous voyez, on peut donc superposer des états probabilistes quantiques. Et on peut faire des traitements simultanément sur tous ces états. Mais ce ne sont pas des valeurs. Ensuite, on peut associer donc des qubits entre eux par intrication et donc générer des comportements étonnants tels que celui que je viens de vous dire. À partir du moment où vous avez fait ça, et si le matériau est compatible avec la superposition et avec l'intrication quantique, vous, du point de vue codage, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez avoir un langage tel que Q-Sharp par exemple, ou QCL, où vous allez écrire du code et à un moment donné, vous allez demander une intrication. Bon, le compilateur, il va vous générer donc du code, j'allais dire du code machine, de la machine quantique, qui va donc générer une intrication entre plusieurs particules, entre plusieurs matériaux quantiques. Bien. Si le matériau est capable d'assurer physiquement, de réaliser physiquement cette intrication, eh bien, il va vous le faire. Exactement comme on ferait un ou ou un non sur une machine traditionnelle. Sauf que là, on va parler d'intrication, de superposition. Vous voyez, on est dans un monde différent, mais sur la mécanique fondamentale, finalement, c'est la même chose. Sauf qu'on aura des portes quantiques et on aura et non plus des portes logiques booléennes comme avant. Alors, ça, alors ce que je viens de dire, on en a parlé puisqu'on a évoqué donc le cas de Louis de Broglie donc en 1924. Hein. En fait, si vous voulez, l'intrication, ça vous crée un état global partagé par un certain nombre de matériaux quantiques, des photons, des électrons, mais ils ont perdu leur indépendance. Et vous regardez d'ailleurs les instructions, l'instruction de codage hein, pour programmer donc les algorithmes, vous voyez que on peut ou non dupliquer donc des états quantiques. On ne peut pas faire de clones.
Ce qu'on ne sait pas faire, par exemple, avec une particule quantique, c'est ça. J'ai un matériau quantique, j'en fais un clone. Mais à partir du moment où j'en ai fait un clone, il est intriqué. Et je ne peux pas travailler indépendamment sur le deuxième matériau, il appartient à la communauté. Vous voyez, on ne peut pas fabriquer donc des clones. Par contre, on peut faire des copies. Bon, là vraiment, on rentre dans le détail. Alors tout ça, ça aboutit à quoi? Bah, ça aboutit à des qubits, hein. Les qubits étant donc l'unité donc de base de la machine quantique, qui peut donc avoir plusieurs états. Alors, soit 0 ou 1, mais aussi, je vous l'ai dit, la superposition donc, de ces états et le tout simultanément, au moins dans la phase de traitement. J'insiste bien là-dessus. La simultanéité en mécanique quantique, c'est quelque chose de normal. Mais la plupart du temps, dans les commentaires que l'on peut lire, on se trompe de moment. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas une vraie simultanéité, c'est une simultanéité sur des probabilités et pas sur des valeurs. C'est donc pas la même chose. Bon, voilà. Donc, le qubit, ça va être un élément quantique sur lequel va agir l'ordinateur quantique. Bon, il sera susceptible d'exister sur une, si on le veut, hein, avec une infinité donc d'états intermédiaires. Vous voyez, bon, j'en ai parlé jusqu'à maintenant. Hein, on ne va pas revenir donc là-dessus. Alors. La pièce de monnaie, je voulais donc évoquer donc tout à l'heure, hein, vous voyez la personne qui envoie donc une pièce de monnaie. Pendant que la pièce de monnaie est dans l'air, on est dans un état donc probabiliste, ça peut être pile ou face, mais on ne sait pas, c'est les deux en même temps. Par contre, si c'est un matériau quantique, je peux travailler sur les deux états, hein, en attendant que la pièce retombe. Vous voyez, donc on dit que potentiellement, elle a donc deux états. Bon. Alors, quand on regarde, quand on veut faire une petite comparaison aujourd'hui, euh, en fait, il y a trois types d'unités de traitement. Vous avez le bit et puis vous avez deux natures de qubits. Alors, les bits normaux, vous les connaissez, on ne va pas parvenir là-dessus, hein, qui sont donc manipulés par quoi? Par des portes logiques de type et, non, ou X, XOR, etc. Alors on dit que le modèle est déterministe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous exécutez plusieurs fois le même algorithme sur les bits, mais dans les mêmes conditions, vous obtiendrez les mêmes résultats. Alors que c'est pas du tout la même chose avec la mécanique quantique, où là on dira qu'on n'est pas déterministe, mais on est probabiliste. J'ai insisté plusieurs fois sur la notion de probabilité, car c'est ça dont il faudra donc se souvenir. Alors un bit probabiliste, lui, il ne peut valoir que 0 et 1, avec une probabilité d'être 0, et puis une autre probabilité dont la somme fait 1, hein, bien sûr, d'avoir l'autre valeur. Bien. Et alors, le bit quantique, lui, le qubit, donc c'est la même chose qu'un bit probabiliste, si ce n'est que les probabilités d'existence, alors ce ne sont plus, alors là, c'est la limite, hein, ce sont des nombres alpha et bêta qui sont non plus des nombres réels, mais des nombres complexes. Alors, j'imagine que vous avez tous travaillé sur la théorie des nombres complexes. Hein. Autrefois, vous savez, A plus IB avec I2 égale moins 1, etc. Bon, bon, ce sont des nombres complexes. On n'est pas là pour expliquer, mais j'ai quand même rappelé ce que c'était ici en bas pour le cas où il y aurait quelques oublis qui se seraient produits entre-temps. Bon, donc vous voyez le qubit, et puis le qubit probabiliste, et puis le qubit donc classique, on va dire, avec les probabilités donc bon, complexes, hein, avec des coefficients donc complexes. Alors on en arrive à quoi? Je reviens toujours aux choses fondamentales. Donc on a quoi? On a des matériaux qui présentent des caractéristiques quantiques, avec deux états possibles. Je vais utiliser la superposition donc de ces états avec leur probabilité et tous les états intermédiaires correspondant à des probabilités différentes, eh bien je vais pouvoir les traiter donc simultanément. Alors regardez bien, quand j'ai deux qubits, alors il y aura en fait quatre états distincts, hein, si je ne m'intéresse qu'aux valeurs 0 et 1. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1.
Mais on est dans les états probabilistes là. Si la probabilité du qubit est d'être 1 et de 100%, bah ça sera 1, ça ne sera pas une probabilité multipliée par le 1. Donc plus une infinité de solutions, de superpositions. Et vous l'avez ici avec la représentation des quêtes, alpha donc 0, 0, alpha, bêta plus 1, gamma et delta, etc. Avec une caractéristique, c'est que la formule alpha au carré plus bêta au carré plus gamma au carré et delta au carré est égal à 1. Donc, avec 2 qubits, on aura donc le double d'états superposables et la puissance de machine sera donc multipliée par 2. Quand vous regardez maintenant ce que vous pouvez obtenir avec 3 qubits, ça devient complètement fou. Hein. Vous avez vraiment... Et à chaque fois que vous augmentez un qubit, vous multipliez par 2 donc la puissance de la machine. Tout ça par la simple magie de la superposition dans les traitements des états probabilistes de ces qubits. J'insiste lourdement là-dessus parce que c'est là-dessus qu'est commise l'erreur donc la plus courante, la doxa que l'on entend aujourd'hui sur le fait qu'on travaille sur des valeurs en même temps. C'est faux. C'est faux. On travaille sur des probabilités d'existence de ces valeurs, ce qui n'a rien à voir. Bon. Évidemment, on va obtenir avec ça donc des machines d'une puissance absolument démente, hein, et donc, je vous le disais, qui pourraient inquiéter lourdement ceux qui sont responsables de la sécurité, mais il n'y a pas que. Hein. Alors, attention, euh, on ne peut pas faire n'importe quoi avec une machine quantique. C'est pas fait pour calculer la facturation et la gestion des stocks. Hein. C'est fait pour certains traitements bien particuliers. C'est pour ça que ça ne peut pas avoir l'image d'une machine universelle. C'est pas quelque chose que l'on pourra utiliser dans tous les cas. Donc vous aurez les machines classiques et puis vous aurez les machines quantiques à côté. Alors, à titre personnel, mais après tout, on n'est pas obligé de me croire, hein, je pense qu'on n'arrivera jamais à faire une véritable machine quantique. Alors vous me direz, bon, il y en a déjà qui existent. Certes, sauf que j'aimerais bien les voir de plus près et utiliser un service machine quantique à distance. Après tout, ça peut se simuler. Et je n'ai pas la certitude que c'est véritablement une machine quantique. Il y a tellement de problèmes encore aujourd'hui sur la cohérence. Vous voyez, regardez, vous avez votre machine. Vous avez un qubit qui peut avoir donc 2 états, 0 et 1, et puis une infinité d'états intermédiaires. On est capable donc de prendre l'un de ces états intermédiaires, donc la probabilité d'être 0 plus probabilité d'être 1. On peut travailler dessus, on peut le lire, on peut faire des choses. Sauf que dans quelques nanosecondes, l'état risque d'avoir changé. Et c'est ça qu'on appelle la cohérence ou la décohérence. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à maintenir un temps suffisant l'état, on va dire intermédiaire, hein, sur lequel s'appliquent donc les calculs, le temps suffisant pour pouvoir traiter la totalité d'un algorithme. Alors, on a réussi à faire des choses, mais je fais partie quand même des gens qui sont encore un peu sceptiques pour avoir justement travaillé sur ces sujets donc pendant longtemps. Je me dis qu'il y a quand même des obstacles qui ne sont pas uniquement donc des obstacles de fabrication, mais aussi de physique fondamentale, de modélisation de la mécanique quantique. Hein. Et donc, je suis quand même un tout petit peu sceptique sur ce que l'on pourrait et ce qu'on devrait donc obtenir. Alors, le codage. Ben, je vous le disais, hein, finalement, bon, c'est pas très différent. Vous avez vos langages, très bien. Vous avez des langages assembleurs, hein, l'équivalent. Hein. Et puis vous traitez, vous développez votre code, mais ce que vous mettez en œuvre, ce sont soit des opérations traditionnelles, soit des opérations quantiques. Et si par exemple vous voulez travailler sur une intrication, une superposition, eh bien vous allez générer mettons, faire une intrication, vous allez générer par des portes quantiques bien précises. Et d'ailleurs, ça porte un nom. Hein. Il y a un certain nombre de portes qui existent. Il y en a une qui s'appelle Hadamard. Eh bien, quand vous voulez faire une intrication par programme, en le faisant sur des matériaux qui sont capables d'exister sur une forme intriquée, hein, j'insiste bien là-dessus, eh bien, quand vous utilisez ça, vous utilisez donc une porte de Hadamard plus une autre porte qui s'appelle la porte Cénote,
les deux associés vous permettent de faire une intrication. Et donc d'associer plusieurs particules qui constituent le matériau quantique sur lequel vous travaillez. Donc, c'est vrai que si vous allez à travailler demain dans ces domaines, évidemment, il est quand même peut-être préférable d'avoir une idée quand même assez précise sur ce que sont ces principes-là. Et il n'y a pas que ça d'ailleurs. Il y a aussi les interférences, il y en a d'autres, hein. Les interférences, c'est le fait que comme une particule onde corpusculaire, et c'est à la fois une corpuscule et donc une onde électromagnétique, ben, si c'est une onde électromagnétique, elle peut interférer avec d'autres ondes électromagnétiques, ce qui peut poser soit des problèmes, soit au contraire être un avantage. C'est un monde très spécial, hein, très particulier. Donc vous avez on va dire, ces caractéristiques techniques qu'il faut quand même un peu connaître, hein, ne serait-ce que pour se lancer dans la programmation. Mais est-ce que vous et moi, demain, nous allons avoir à programmer ces machins-là? Bien sûr que oui, si on a à les mettre en œuvre couramment dans notre TI, ce qui me paraît quand même, relativement pas sûr. Hein, vraiment pas sûr. Depuis quelques années, on a fait des progrès, c'est vrai, mais est-ce qu'on a fait des progrès décisifs? J'en suis pas certain. Et on va voir ce que ça va donner d'ailleurs avec Microsoft, hein. Microsoft et ces particules et antiparticules, donc de notre physicien italien, on va voir ce que ça va donner. On n'a pas encore vu ce que c'était. Et je vous dis, il y a beaucoup de scepticisme dans l'analyse de ce qu'a présenté donc Microsoft. Mais finalement, c'est ça. Donc pour arriver à être un bon manipulateur de qubits, donc ces éléments quantiques, hein, leur appliquer donc des principes de superposition et puis d'intrication, il faut quand même savoir un petit peu ce que c'est. Et on ne pourra les utiliser que dans des domaines extrêmement précis. Je pense que la sécurité, d'ailleurs, sera l'un des éléments les plus courus, hein, dans le futur. Donc, on a déjà maintenant des langages qui sont dédiés, hein. Vous avez QCL, vous avez QSharp, vous en avez plusieurs, hein, et qui sont plus ou moins complets. La difficulté, c'est pas les langages, c'est même pas les compilateurs. La difficulté, c'est de trouver des matériaux quantiques que l'on va pouvoir caractériser par des éléments quantiques qui seront dans deux états et qu'on pourra utiliser dans leur état intermédiaire, hein, probabiliste, dans nos programmes. Bon, en tout cas, c'est pas facile, hein, c'est pas quelque chose qui est d'une simplicité donc biblique. Alors, vous avez ici quelques-unes, ça je l'avais déjà montré, hein, quelques-unes donc des portes quantiques, mais ça revient, c'est l'équivalent des portes booléennes, hein. Quand vous avez un et, un ou, un non, bah là c'est pas ça, c'est une porte de Hadamard, une porte de Hadamard, la porte de Fredkin par exemple, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle travaille sur 3 qubits et elle fait des swaps, donc des transferts de contenu contrôlés. La porte de poly X, elle agit, elle, sur un seul qubit. Elle transforme un état de quête 0, elle le transforme en 1. C'est le nom, hein, c'est l'équivalent donc du nom. Et puis vous en avez toute une série, j'en ai mis ici quelques-uns, hein, quelques-unes de ces portes, mais c'est ça. Hein, c'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est que l'ordinateur quantique, ce sont des circuits qui construisent des fonctions quantiques à l'aide de ces portes. Hein, comme on aurait un ordinateur traditionnel avec des portes logiques booléennes. Là, ce sont des portes quantiques qui sont associées les unes les autres et qui vous font des trucs assez monstrueux que l'on va ensuite utiliser ou non par programmation. Parce que je ne suis pas obligé de faire de l'intrication, je ne suis pas obligé, vous voyez, de faire de la superposition, mais si dans mon programme, j'ai la volonté de le faire, eh bien, j'aurai des fonctions dans mon langage qui me permettront de les appeler, qui à la compilation me donnera du code qui va exciter et qui va donc solliciter ces portes quantiques qui existent dans la machine. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Mais vraiment, ce sur quoi j'insiste beaucoup aujourd'hui, c'est la différence qu'il faut faire entre le traitement qui s'exécute non pas sur des valeurs 0 et 1, mais sur des probabilités d'être des 0 et des 1. Voilà, sur des probabilités. Et c'est vrai que la machine quantique, même si elle a des millions d'états probabilistes différents, eh bien, elle les voit tous en même temps,
C'est ça sa forte puissance, sa grande puissance. Elle les voit tous en même temps et elle est capable de faire des traitements en même temps, simultanément, donc sur tous ces états. Vous voyez? Mais c'est la phase de traitement. Ensuite, quand on aura les résultats, quand on regardera la pièce qui sera retombée, là, ça sera pile ou face. Bon, voilà quelques exemples donc on va dire, de portes logiques. Alors, je vous ai mis ici bon, la représentation dans un programme, par exemple, d'intrication. Hein, bon, on va voir comment ça se passe. Vous avez ici donc la représentation donc de blocs point carré. Vous avez sur la sphère de gauche, c'est donc la porte d'Adamar. Hein, elle ne porte que sur un seul qubit. Et ensuite, on aura la porte donc de Cénote qui, elle, va opérer sur une paire de qubits. Alors, pour Hadamard, la sphère de bloc, le quête 0 est en haut, donc le quête 1, il est en bas. Vous voyez les angles, les latitudes, longitudes, θ et phi, et puis vous avez un point qui est psi, et donc, oui, c'est ça, et donc il se trouve sur la sphère. Et donc là, en l'occurrence, ici, ce point, cet état quantique intermédiaire, il est plus proche du zéro que du 1. On dira que sa probabilité d'être zéro est plus importante que celle d'être un 1. Mais on ne dit pas que c'est un zéro ou un 1. Ce n'est qu'après qu'on le dira. C'est ça la différence. Bon, l'intrigue, ça c'est l'initialisation à zéro. Ensuite, vous avez la porte de Hadamard, et puis vous avez une autre porte donc qui change la position de l'état sur la sphère. Et puis vous mesurez, et là vous obtenez quelque chose qui sera donc soit le quête 0 et le quête 1. Bon. Alors, là, le codage que vous allez pas manquer donc de réaliser dans 10 minutes, c'est quoi? Ben, ça va consister à déplacer les états quantiques intermédiaires sur la sphère de bloc. Alors peut-être vous les ferez passer de l'hémisphère nord vers l'hémisphère sud, ou réciproquement. Vous voyez, c'est donc en fait la manipulation de tous ces états qui se fait donc simultanément par la fameuse superposition donc quantique. Alors quant à l'aspirine, bon, c'est vrai qu'on peut en avoir besoin, hein, parce que c'est pas toujours très évident donc évidemment à comprendre. Mais une fois qu'on a franchi le premier palier, je vous assure, hein, c'est quelque chose qui est complètement, tout à fait compréhensible. Alors, s'il fallait se souvenir de mon bavardage, donc il fallait se souvenir que de deux ou trois choses. D'abord, la recherche continue sur la détermination, sur la découverte de matériaux quantiques qu'on pourrait utiliser et dont l'état quantique ne serait pas aussi fragile qu'il ne l'est aujourd'hui. Hein. Donc, c'est pour ça que l'annonce de Microsoft semblerait intéressante, hein, et bon, on verra ce que ça va donner. Ça, c'est la première chose. Donc, la recherche va continuer, bien évidemment. Ensuite, il y a donc cette fameuse compréhension, c'est que les traitements que nous effectuons par nos programmes, ce sont des traitements qui se font sur des probabilités d'existence et non pas sur des valeurs. Ça, il faut absolument donc s'en souvenir. Troisièmement, je dirais qu'il faut quand même rester raisonnable et se dire qu'après tout, les obstacles qui restent encore aujourd'hui donc à franchir sont tellement importants que c'est pas du tout certain que ça va fonctionner. Hein, parmi lesquels le zéro absolu, donc quand même, ça fait un peu froid, hein, moins 273 degrés. Alors c'est pas tout à fait ça, mais ça n'en est pas loin. On dit que c'est quelques Kelvin, hein, le Kelvin étant l'unité de calorifique, mais dont le zéro correspond à moins 273, vous voyez, quelques degrés Kelvin. Tout le monde travaille là-dessus, mais on est quand même maintenant un peu déçu, parce que moi je trouve qu'on ne fait pas énormément de progrès. Alors on trouve des choses intéressantes. L'idéal serait qu'on puisse arriver à avoir des effets donc de supraconducteurs à des températures qui sont pas trop basses, quoi. Alors on a réussi à température de l'azote liquide, mais l'azote liquide c'est quand même encore un peu froid. Enfin bon, voilà. Donc ça c'est une chose. Ensuite, eh bien, il y a le problème le temps de cohérence et de décohérence. Si on n'arrive pas à maintenir la machine qui travaille avec des algorithmes sur des états intermédiaires, on n'est pas capable de la maintenir en état cohérent pendant quelques nanosecondes, ça ne marchera jamais. Hein. Et alors ça, c'est compliqué.
ça dépend beaucoup des matériaux, ça dépend pas d'algorithmique là, ça dépend des matériaux qui ont des états qui ne sont pas stables. Et donc en quelques nanosecondes, leurs états intermédiaires probabilistes peuvent changer. Donc ça, c'est encore un gros inconvénient. Et puis, il y a le problème des erreurs. C'est que contrairement à une machine, on va dire, classique, eh bien, on fait beaucoup d'erreurs. La machine fait beaucoup d'erreurs. Donc, si vous avez une machine avec, bon, on va dire, 100 000 qubits, dont vous allez pouvoir manipuler les états intermédiaires par vos algorithmes, hein, les états probabilistes par des algorithmes, eh bien, vous allez devoir en consacrer peut-être 80 000 pour corriger les erreurs. C'est ça la réalité d'aujourd'hui, c'est que les erreurs sont tellement fréquentes qu'on est obligé de consacrer donc l'essentiel de la machine à se corriger elle-même. On en est là. Alors, je suis peut-être un tout petit peu négatif ou un peu pessimiste dans mon approche, mais moi, bon, j'attends un tout petit peu. L'objectif, si vous voulez, de ma présentation d'aujourd'hui, c'est que on lit tellement d'âneries dans la presse ou à la télévision ou ailleurs, que je voulais ramener à sa juste proportion ce qu'est une intrication et une superposition, et surtout faire comprendre qu'il y a deux phases entre le traitement sur les états probabilistes et puis donc la récupération donc des valeurs. Voilà. Alors voilà ce que je voulais donc vous dire. Alors je sais bien que c'est de la physique, hein. Cette présentation sera disponible tout à l'heure sur notre site ou sur notre chaîne YouTube donc dès demain. Je vous invite la semaine prochaine, on va un peu se reposer là, hein. On va comparer deux personnages absolument fabuleux que sont Grace Hopper et Bjarne Stroustrup. Alors, Grace Hopper, c'est elle qui a inventé pour les uns le COBOL, le langage, et pour les autres, le bug. C'est elle qui aurait donc constaté le premier bug, qui aurait été donc un insecte qui se promenait dans la machine donc sur laquelle elle travaillait donc à la fin des années 40. Et puis Bjarne Stroustrup, c'est le créateur de C++. Donc un langage quand même extrêmement performant. Ce sont deux personnages assez étonnants. Euh, Très particuliers. Et j'ai pensé que c'était une bonne idée de les comparer, des comparaisons que je fais maintenant donc régulièrement. Donc voilà, je vous invite donc à tout cela. Bien entendu, vous pouvez me joindre à tout moment si vous estimez qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou que je me suis mal exprimé, on pourra y revenir, hein, il n'y a aucun problème pour ça. Je vous remercie d'ailleurs tous ceux qui nous écrivent régulièrement. Alors ils sont assez. Vous êtes très sympathiques, hein, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vrai que vous mettez en valeur souvent les points qui sont quand même délicats. Et là, nul doute qu'avec l'intrication et la superposition, je pense que vous allez trouver donc les endroits où ça coince quand même un peu. En attendant, j'espère vous retrouver donc vendredi prochain pour parler de Grace Hopper et de Bjarne Stroustrup. En attendant, bon courage et à bientôt. Merci pour votre compréhension et votre écoute. À bientôt.